Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, en fonction de comment est-ce que vous recevez cette vidéo. C'est juste pour vous dire que voilà, la campagne la campagne de promotion de l'ouvrage Coaffrologie est ouverte. Voilà, donc le livre est déjà disponible. Vous pouvez vous le procurer sur notre plateforme coaffrobookies.com en faisant tout simplement le www.coaffrobookies.com. Vous trouverez toute la panoplie des ouvrages sur la coaffrologie. Celui-ci étant le livre clé. C'est le premier ouvrage que j'ai écrit et qui a ouvert la voie à tous les autres sur la coiffrologie et qui a fait de cette, disons, ce nouveau concept un nouveau champ d'études scientifiques. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je vous invite à vous procurer votre ouvrage qui vous apporte une certaine dose de connaissances pour que vous commenciez une exploration, non pas seulement du monde extérieur africain ou du globe tout entier, d'abord de vous-même. Que vous puissiez replonger en vous-même pour puiser toutes les merveilles, toutes les connaissances, tous les trésors qui ont été mis en vous pour que vous puissiez devenir un être paradigmatique, c'est-à-dire un exemple, quelqu'un qui participe, excusez-moi, à ce que j'appelle et où je vous invite la Renaissance africaine globale. Tout un concept héritage de nos aînés, nos parents panafricains. Et ce qui me surprend quand même, c'est que nous vivons un 21e siècle où nous avons entendu parler, nous continuons encore à entendre parler des nouveaux paradigmes. Et je me dis certainement, certaines personnes se disent que c'est des choses qui vont tomber du ciel, qui vont arriver on ne sait pas où, d'où et de comment. Non, ces choses-là, c'est dans les études. Les mêmes études que nos ancêtres nous ont recommandées, que ce soit Cheikh Anta Diop, que ce soit John Henry Clark, que ce soit, je ne sais plus, lesquels nous ont fait vivement la recommandation de nous mettre dans les études, dans la recherche, parce que c'est là que se trouve le combat que nous devons mener et que nous devons gagner. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, voire même plus, que j'y suis. Et ça a été une coïncidence, pas une coïncidence hasardeuse, parce que moi je crois en l'effet, de dire l'impact de notre égrégore africain qui est là, qui nous accompagne chaque fois que nous sortons de la matrice maternelle. Nous sommes guidés par les uns et les autres, peut-être certains à un degré plus avancé que les autres, en fonction de comment ta mission a été construite pour ce que tu puisses faire. Mais moi, je suis l'itinéraire, la trajectoire parfaite qui m'a été donnée, même parfois quand j'essaye de m'en dérober un peu ou alors d'être distrait, je suis remis à l'ordre pour subir, même parfois dans la douleur, même parfois dans les difficultés, la mission qui m'a été incombée. Voilà. Je suis arrivé aujourd'hui au point où je vous produis ce que vous voyez derrière. Mais c'est pas seulement ça. Il y a une douzaine d'ouvrages qui sont prêts, qui n'ont besoin que d'être tirés et puis offerts au public africain pour que désormais on puisse explorer cette nouvelle science qui va nous apporter à chacun une certaine dose de pouvoir, de puissance, de pouvoir faire des choses phénoménales pour nous-mêmes, mais aussi pour ce que j'appelle la Renaissance africaine globale. Donc voilà,
armez-vous de curiosité, essayez de vous procurer l'ouvrage, et puis lisez-le, et puis dites ce que vous pensez, faites des commentaires. Après, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres. Il y a celui que j'ai écrit qui s'appelle aussi la CEADA qui est la condition existentielle des Africains descendants dans le monde. C'est tout un autre volet aussi qu'il vous faut explorer parce que c'est costaud. C'est un cadre d'analyse que je propose pour toutes les sciences qui existent. Ça veut dire qu'on ne peut plus penser aujourd'hui à étudier les sciences africaines ou le monde africain sans penser à la CEADA. Il faut savoir ce que c'est la CEADA et comprendre que c'est un outil aujourd'hui qui sera un outil incontournable pour tout le monde, qui fait dans la recherche, qui fait dans les études. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça. C'est tout un livre qui est prêt, sur lequel on va travailler aussi. On va faire une bonne promotion. Et puis il y a aussi le concept du co-afro. Le co-afro, c'est aussi un autre gros concept qui sort de mon travail. Disons même que c'est le tout premier concept, parce que j'étais parti sur l'idée que je comprends pas pourquoi toutes les autres communautés universelles ou alors pluriverselles ou mondiales ont un monde. Le seul qui n'avait pas son monde à lui, c'était les Africains. Donc il fallait travailler ce concept-là, reparti pour produire cette notion de monde, ce monde africain. Ce qui m'a donné ce que j'ai appelé dans mon travail, un peu revulsé de me rendre compte que on parlait beaucoup plus des mondes des autres que des mondes africains. Donc j'ai conçu le monde africain contemporain que j'ai appelé co-afro. Et du co-afro, c'est du co-afro que part la notion, écoutez, parce que je voulais comprendre comment est-ce que en Haïti, ils fonctionnent, ils vivent, est-ce qu'ils subissent le même colonialisme que nous avons subi. Il fallait comparer ces colonialismes, il fallait comparer les méthodes pédagogiques, il fallait comparer tout ce qu'il fallait comparer, même l'incomparable. Et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que, tiens, j'utilisais des techniques qui n'étaient utilisé par personne pour essayer d'explorer ce nouveau champ d'études qui était devant moi, et je l'ai appelé tout simplement la coafrologie, c'est-à-dire coafro, c'est-à-dire Contemporary African World, qui partait du principe que je me suis dit, oui, je veux avoir mon monde à moi, un monde africain à travers lequel tout va revenir un peu dans l'autre. Et effectivement, en concevant le coafro, j'ai conçu une sorte d'ordre dans ce que je considérais en ce 21e siècle être ce que représente le monde africain, c'est-à-dire avec ce que nous avons de conséquentiel et de ce que nous avons subi, reprendre tout ça, et après avoir fait une bonne analyse de tout ça, c'est ce qui donne le co-afro, le monde africain contemporain, avec tout ce que ça a. Donc, ça nécessite que chacun s'asseye, et puis achète les ouvrages, et puis comprenne le cheminement qui est arrivé à ces définitions. C'est profondément intéressant, donc voilà. Nous avons donc le co-afro qui m'a été inspiré aussi par des études que je faisais en ce temps-là, par un travail déjà amorcé par Dominique Anderson sur les nations imaginées. Alors il fallait bien, pour nous qui sommes à la diaspora, résoudre cette équation de sentiment de perdition pour tous les Africains qui, une fois détachés de la mère patrie, se retrouvent en territoire, ce que j'appelle les territoires africains d'outre-océan, donc se retrouvent comme ça un peu perdus par la distance, le temps et puis les cultures dans lesquelles nous trouvons, et on commence à perdre notre identité, on commence à penser, il y en a beaucoup, il y a beaucoup qui ont perdu complètement leur identité africaine, qui sont toujours attachés à l'Afrique, ont la nostalgie, la volonté, l'envie de retourner en Afrique, mais il y a cette sorte de dualité qui est là. À un moment, on veut retourner en Afrique, à un moment, on veut rester en Europe, à un moment, on veut retourner en Afrique, et puis finalement, on se retrouve en train d'être piégé par les réalités, que ce soit sanitaires, professionnelles, et j'en passe et d'autres, et même parfois assister nos enfants, nos petits-enfants qui grandissent,
et puis nos enfants qui se retrouvent devant une difficulté qui est énormissime, dont on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire la garde d'enfants, et puis faire grandir les enfants en Europe, avec tout ce que nous avons ici comme la menace pédophile. Il faut bien qu'on s'organise comme des communautés, parce que tout ça fait partie de ce que j'appelle la CEADA. Il y a ta CEADA à toi en tant qu'individu, mais il y a aussi la CEADA, il y a la CEADA en tant que famille, la condition existentielle de toute une famille. C'est de ça dont il est question. Donc, c'est des stratégies qui sont mises en place par les Africains qui vivent en diaspora, mais qui ne sont jamais été répertoriées et reconnues comme des valeurs scientifiques, comme des outils, des éléments qui permettent de vivre. Donc, il fallait justement ressasser tout ça, et c'est ce qui fait que désormais, à travers la CEADA, on va étudier tout ça, on va examiner tout ça et comparer comment ça se passe en France, aux États-Unis, au Brésil, en Porto Rico, à Haïti, un peu partout à gauche à droite, où se trouvent, où vivent des Africains. Et puis un autre concept qui, celui-là, me tient particulièrement à cœur, c'est la spirito-psychopathologie. Donc c'est cette notion qui m'a quand même amené à me poser les questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé les psychologies, les psychothérapies, mais quand on va analyser, jusqu'au moment où je vous parle, les douleurs que les Africains subissent, disons, des systèmes qui ont été installés en Afrique à travers la colonisation, c'est énormissime. C'est des troubles psychologiques, psychiques énormes que les Africains, pas par une personne, par millions, subissent quotidiennement. Si on venait à vous expliquer ce que les Africains subissent quotidiennement, psychologiquement, mentalement, spirituellement, et même égrégoriquement, vous n'en reviendrez pas. Donc il fallait bien trouver à cette nouvelle chose, à ce nouveau phénomène, un nom pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse l'étudier tranquillement. Et depuis que j'ai trouvé ce nom, voilà une autre science aussi, voilà un autre domaine de recherche, tout autant que la psychologie, la psychothérapie a été créée, la spirito-psychopathologie, qui étudie cette tendance à certaines personnes à vouloir toujours dominer les autres par tous les moyens, à les faire souffrir, pas seulement les faire souffrir sur dans leur chair, mais les faire souffrir aussi dans leur esprit et dans leur âme. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'expliquer que les douleurs que les Africains subissaient n'étaient pas seulement des douleurs physiques ou des douleurs psychologiques ou je sais pas quoi, non, elles étaient plus profondes que ça, elles étaient plus sérieuses que ça. Et il fallait aussi démontrer que les Africains font l'objet d'agressions quotidiennes, perpétuelles des égrégores occidentaux. Alors, vous voulez savoir comment ça se passe? Achetez les ouvrages. La CEADA est un ouvrage qui est déjà prêt, mais nous sommes encore d'y travailler pour apporter quelques petites corrections, mais il sera bientôt disponible. Mais pour le moment, offrez-vous la coaphrologie. Il y a aussi un autre concept sur lequel aussi j'ai fait un autre ouvrage qui s'appelle la local stratégie. La local stratégie est un concept sur lequel je travaille sur, écoutez, ce qui se passe en ce moment en Afrique, c'est-à-dire la décentralisation. C'est une sorte de remise d'un certain pouvoir aux collectivités territoriales. Donc, les gens, je me rends compte tout simplement qu'en Afrique, beaucoup n'ont pas été préparés parce qu'il n'y a pas de stratégie. Hein. Les gens, je rencontre parfois des gens qui sont dans des responsabilités de décentralisation, même pas seulement qu'il faut rencontrer des gens, vous ne voyez rien sur le terrain quand vous y êtes qui vous démontre que les gens ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils doivent faire et qu'il y a des stratégies, et voilà les stratégies qui sont en train d'être mises. Donc la local stratégie, c'est tout un travail qui explique aux Africains comment est-ce qu'il faut reconquérir leur communauté, leur localité, leur village, et puis voilà, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. C'est une sorte disons,
c'est pas une sorte de contradiction ou alors d'opposition. Non, c'est juste une façon de faire comprendre aux Africains que bah on perd trop de temps à suivre tous les débats sur la géostratégie, machin et consorts. Qui n'a pas de sens, qui fait en sorte que les gens sont projetés sur des choses qui sont inutiles, alors qu'il faut qu'on travaille local stratégie, qui fait que le journaliste qui parle, qui a tendance à beaucoup plus se situer par rapport aux informations internationales, parce que ce sont elles les plus attrayantes, ce sont elles qui attirent le plus de gens, et où ces journalistes sont tout le temps en train de donner l'impression que les Africains, bon, c'est normal, ils se font damer le pion tout le temps, ils se font fouetter tout le temps, ils se font tuer dans les guerres, ils se font assassiner dans des coups d'État, et puis c'est les mêmes journalistes qui en mettent une autre couche pour montrer, pour mettre une sorte les Anglais disent emphasis sur le fait que oui, ben c'est une bonne science, c'est quelque chose de formidable, oui, c'est ça la démonstration du pouvoir, de la puissance. Mais la puissance, contre vous, voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, la local stratégie, c'est une façon pour moi d'amener les journalistes à s'intéresser un peu plus à la construction locale, les actions locales, les héros locaux, ce qui se fait de plus local dans nos communautés, qui va faire en sorte que nous allons avoir des gens qui seront hyper motivés, hyper encouragés d'apparaître à la télévision, d'apparaître dans les médias, d'apparaître dans les journaux locaux, les magazines locaux, parce qu'il y aura toute une politique, il y aura tout un système de promouvoir les localités, les villages à travers tout un système. Voilà, c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'on va voir, c'est de ça dont je vais beaucoup parler, que ce soit à travers l'IEMAC, l'Institut des études du monde africain contemporain que je dirige. C'est un institut qui est basé pour le moment ici en Angleterre et nous sommes en train d'essayer de nous étendre en Afrique. Nous sommes en train d'essayer de créer une branche au Cameroun, au Botswana en ce moment aussi, et tous les autres pays qui seraient intéressés, nous serons preneurs. Donc, voilà, nous allons essayer d'articuler ces éléments, cette nouvelle science à travers notre institut pour apporter des recommandations ou alors des travaux que nous allons offrir, des conseils, des consultations que nous allons offrir au gouvernement africain pour justement catapulter, préparer cette nouvelle renaissance africaine globale. Parce que ça ne s'explique pas que une terre, un continent comme l'Afrique se retrouve toujours dans un contexte où on ne sait vraiment pas ce qui se passe, on ne sait pas là où on va. Dieu merci, nous avons aujourd'hui l'AES et qui fait en sorte que, bon, on a quelque chose qui est là, qui nous donne le sentiment que oui, on peut s'appuyer sur ça pour essayer de construire quelque chose de solide tout autour. Voilà pourquoi nous, on essaye de travailler tout autour à travers ce que l'AES est en train de constituer parce que nous voyons à travers leur travail une certaine conscientisation, une certaine compréhension de ce qui se passe, de ce qui doit se faire. Voilà. Nous, tout ce que nous avons fait, c'est de compiler ces nouveaux concepts hyper puissants que nous mettons à la disposition de tout le monde et tout aussi à eux, les leaders de l'AES, parce qu'ils en ont vraiment besoin pour pouvoir gérer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et voilà, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'apporter des connaissances qui sont épistémologiques et qui vont faire en sorte que nous préparions les populations de chacun des pays africains, parce que il faut qu'on se le dise. Le changement en Afrique, c'est pas tout de suite. Il faut que nous travaillons dans la décolonisation de toutes nos institutions. D'abord, il faut décoloniser les institutions. Voilà pourquoi les pays africains ont besoin de l'aquaforologie. C'est ce que l'aquaforologie fait. Nous sommes un outil, une arme pédagogique de décolonisation de cette mentalité africaine qui nous a été donnée. Donc c'est ce travail-là qu'il faut qu'on commence à faire. Nous devons préparer des enseignants, nous devons préparer des étudiants qui vont devenir des enseignants et puis qui vont commencer à enseigner l'aquaforologie, parce que l'aquaforologie, c'est la connaissance africaine pour un pouvoir africain et pour des actes, des actions puissantes africaines qui vont se
qui vont se répercuter, qui vont se multiplier et qui vont devenir la base de la nouvelle pensée africaine. Donc, c'est de ça dont il est question. Nous ne voulons plus être dépendants des... Pardon. Nous ne voulons plus être dépendants chaque fois des paradigmes occidentaux qui sont par ailleurs des paradigmes qui sont en train de disparaître, qui n'ont plus la même puissance, la même force qu'ils avaient. La preuve, on est en train de vivre le basculement. Mais ce basculement, il faut le comprendre, il faut le saisir pour qu'il soit matériel, qu'il soit effectif et qu'il se traduise par une occupation, que ce soit des médias, d'un discours tel que nous le voyons. Aujourd'hui, nous avons Abdoulaye Diop qui fait une fierté énorme. Il fait une fierté énorme de l'Afrique parce que chaque fois quand je lis ce bonhomme, c'est comme si nous avons été dans la même école, nous avons suivi la même formation, où les Occidentaux eux-mêmes, ils nous disaient, c'est le moment de l'Afrique, c'est le moment de l'Afrique, voici les formations, voici les études, ressortez les paradigmes qu'il faut ressortir et replacer l'Afrique là où l'Afrique doit être. C'est de ça qu'il est question. Sans aucun complexe, sans aucune peur, sans se sentir je ne sais pas quoi. C'est ça que nous faisons. C'est ce que je vois chaque fois quand je regarde, quand je vois les leaders de l'AES ou alors le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop. C'est fantastique. C'est fantastique. Je me dis, tiens, on est là, on est alignés, on est tous présents et il faut maintenant faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses en Afrique, de façon institutionnelle. Donc, commencer par les institutions éducatives, les universités, les collèges, tout ça, rechanger les logiciels, apporter les logiciels. Moi, je les ai, déjà, ils sont tous prêts. J'ai une douzaine d'ouvrages, que ce soit sur le développement communautaire, que ce soit sur la spiritualité, que ce soit sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a besoin des instituts qui sont basés, ancrés dans chaque capitale, dans chaque pays africain, pour justement renforcer ce travail-là. C'est pas un travail qui va se faire du jour au lendemain. Il faut des institutions qui vont travailler sur le terrain, qui font des recherches sur le terrain avec des matériaux récents sur les terrains. Et c'est avec ça qu'on va travailler et apporter des nouveaux concepts pour corriger, changer, mettre des modèles qui nous amènent dans ce que je suis en train de dire, ce que j'appelle tout le temps la renaissance africaine globale. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais communiquer avec vous aujourd'hui. Donc, disons, on va d'abord s'arrêter là et vous dire tout simplement que la campagne de promotion de l'ouvrage, le voilà, la coiffrologie est ouverte. Si vous êtes une institution et que vous voulez vous procurer ces ouvrages, vous voulez commander ces ouvrages, ou alors que vous voulez me recevoir dans votre pays pour une conférence, vous aimeriez que je vienne expliquer ce que c'est que la coiffrologie et tous les autres concepts qui vont avec, je suis là, je suis disponible. Je vais laisser mes coordonnées, vous pouvez m'appeler. Si vous êtes tout simplement un amoureux de lecture, un amoureux de décolonisation des mentalités africaines ou alors de libération, de renaissance africaine, écoutez, achetez-vous cet ouvrage qui va vous apporter des connaissances qui vont vous empoweriser, comme je dis très souvent dans mon jargon, qui vont vous apporter une certaine force de pouvoir d'abord comprendre que vous devez faire une exploration de vous-même, c'est-à-dire entrer au fond de vous-même et puis ressortir avec des connaissances qui sont vos connaissances, qui vont faire de vous un paradigme, c'est-à-dire une lumière sur notre monde qui va illuminer pour faire ce qu'on appelle la lumière de plus pour occuper toutes les lumières, pour être parmi toutes les lumières qui font ce que j'appelle la renaissance africaine globale. Cette renaissance-là, c'est tout un travail. C'est tout un travail initiatique dans lequel il faut aborder le volet spirituel de la coiffrologie pour le comprendre. Donc, voilà, vous êtes avertis. Le livre, il est là. Vous pouvez aller sur notre plateforme, c'est www.coiffrologie
coafrobookies.com, ou alors vous pouvez nous contacter par WhatsApp en nous envoyant tout simplement un email ou en nous laissant tout simplement un message en nous disant voilà, vous êtes intéressé, vous aimeriez avoir une copie, 2 copies, 3 copies, 4 copies, 5 copies, 10 copies ou 20 copies. Et puis voilà. Donc, comme je disais aussi, je suis ouvert pour tout ce qui est colloque, séminaire, conférence, pour venir expliquer ce que c'est. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en train d'avancer. Je tiens à vous dire aussi que vous trouverez beaucoup des articles que j'ai déjà écrits, publiés sur la plateforme academia.edu qui parle justement de la coiffologie et de tout ce que vous voulez. Bon, certains sont sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook parce qu'on essaye de populariser cette notion qui ne doit plus rester tout simplement une notion dans les plateformes scientifiques des universités et autres qui sont très élitistes. Nous voulons que la science, la connaissance désormais, soit partagée par le plus grand monde. C'est la pédagogie du 21e siècle que nous prônons dans la coiffologie, c'est de toucher à travers les réseaux sociaux et tout, le plus large monde possible. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Je suis bien. Pekentonga Metina Meyodi, le fondateur de la coiffologie et le directeur de l'Institut des études du monde africain contemporain. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour le prochain podcast de la journée. Allez, goodbye now. Au revoir.